Eh bien, bonsoir à tous. Après avoir étudié le comportement des primates non humains, surtout des chimpanzés communs et des bonobos, après avoir exploré les premières traces de comportement prédateur chez l'homme, je voudrais aujourd'hui vous entretenir des adaptations qui sont liées à ces changements de comportement chez les hominines. Parmi les sites archéologiques et paléontologiques que nous avons vus la dernière fois, il y avait ce site de Canberra South. Et vous vous souvenez que je vous ai dit que c'était, dans le fond, le premier site où on trouvait en abondance des restes d'ongulés qui avaient été modifiés par l'homme, par la présence de traces de découpe faites avec des outils de pierre taillée, et aussi par l'écrasement des diaphyses des os longs pour en extraire la moelle, avec aussi des transports, alors transports avec des modalités différentes suivant la taille des ongulés concernés. Et donc ce site est vraiment intéressant parce qu'il marque vraiment sinon une coupure, je ne crois pas trop aux coupures dans l'évolution humaine, mais en tout cas un tournant, un virage. À partir de ce moment-là, on va trouver des sites qui sont très, très riches. On va trouver des accumulations d'ossements brisés et des accumulations d'objets de pierre taillée, alors que dans les périodes précédentes, c'est une rareté. Et donc, ce qu'on pense, ça a été un peu la conclusion de notre rencontre la dernière fois, c'est que, dans le fond, il y a eu une consommation de viande qui était occasionnelle, peut-être un petit peu similaire à celle qu'on observe chez les grands singes, et puis à un moment donné, vraiment un comportement de prédation et de charognage qui était beaucoup plus systématique. Et je vous ai montré un autre site qui date pratiquement de la même époque et toujours dans la même région d'Afrique de l'Est, où là, on a l'exploitation non pas de bovidés, mais d'animaux aquatiques de toutes sortes, surtout des poissons-chats, mais aussi des tortues, des petits crocodiles, qui étaient prélevés par les hommes à la fin de la saison sèche, à un moment donné où les mares dans lesquelles vivent ces animaux se transforment en mares de boue, et où il est assez facile d'aller attraper ces poissons-chats ou ces autres animaux. Et on va en reparler un petit peu plus tard, mais un des caractères particuliers de ces assemblages, qui sont donc prélevés de façon saisonnière, c'est que cette fin de la saison sèche, quand ces mares se rétrécissent de plus en plus, c'est un moment où les ongulés auxquels les hommes commencent à s'intéresser vraiment de près, ne sont pas au meilleur de leur forme, ils ont moins de graisse. Et au contraire, justement, tous ces animaux aquatiques, eux, sont beaucoup plus gras et donc susceptibles de produire des lipides qui sont intéressants pour les hommes. Vous allez voir que cette histoire de consommation des lipides, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc, la question qui se pose, dans le fond, c'est, parmi les hominines que l'on connaît à la fin du Pliocène et au début du Pléistocène, quels sont ceux qui sont engagés dans cette voie de la prédation, de la consommation de viande et de produits animaux d'une façon générale. Et évidemment, la difficulté, c'est qu'on a très rarement l'association de restes humains
d'outillage et de restes de faune. Et même quand cela arrive, souvenez-vous du gisement d'Olduvai, eh bien, on peut se rendre compte parfois que celui qu'on a cru être l'auteur de l'outillage, l'artisan de l'outillage, et celui qui a accumulé les restes de faune, eh bien, en fait, n'est là qu'un petit peu par hasard. Et donc, j'allais dire, par défaut, on a tendance à, à considérer que peut-être toutes ces espèces, plus ou moins, peut-être à des degrés divers, sont engagées dans ces comportements. Et encore une fois, je suis persuadé personnellement que les australopithèques non seulement fabriquent des outils comme ceux qu'on a vus de l'Ouest Turkana, mais aussi consomment tous ces produits animaux. Mais quand même, si on retient cette date de 2 millions d'années comme la date à partir de laquelle on voit vraiment se développer ces comportements, eh bien, si on jette un coup d'œil à cet arbre, cet arbre, ce n'est pas vraiment un arbre, c'est plutôt une distribution chronologique de différentes espèces que je vous ai souvent montré, et qu'on zoome un petit peu sur cette période de 2 millions d'années, on voit quand même qu'il se passe quelque chose, et ce qui se passe à cette époque-là, eh bien, c'est l'apparition d'une nouvelle espèce qu'on va appeler Homo erectus. Alors, on a utilisé le terme d'Homo ergaster pour dénommer les formes les plus anciennes qui sont connues en Afrique, puisque l'espèce Homo erectus a d'abord été décrite en Asie. Vous savez, c'est le fameux pithécanthrope de Java qui a été à l'origine du terme erectus, donc le Pithecanthropus erectus, qui est devenu plus tard Homo erectus. Eh bien, les premières occurrences dans le registre fossile correspondent à cette date de 2 millions d'années, mais on a aussi d'autres formes que l'on attribue au genre Homo, des formes anciennes. Alors quand même, j'insiste sur un point que j'ai déjà soulevé plusieurs fois, c'est que ces dates à laquelle on voit démarrer toutes ces barres, c'est assez difficile de les considérer comme des dates d'apparition. En fait, ce sont des dates de première occurrence dans le registre fossile. Et cette première occurrence, souvent, c'est une première occurrence qui se manifeste par des restes extrêmement fragmentaires. Vous allez voir, je vais vous montrer dans un moment les plus anciens fossiles qu'on attribue à Homo erectus, ce n'est pas grand-chose. Hein. Et donc, c'est vraiment le hasard, souvent, qui fait qu'on les a découverts et qu'on a placé sur eux une date de début. Mais il est certain que ces groupes ont une existence qui remonte plus loin dans le temps, et dans le fond, il faudrait mettre des pointillés avant toutes ces barres. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour la disparition. Donc ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin un moment historique bien particulier. Alors, avant de discuter plus particulièrement des changements biologiques qui interviennent en même temps que ces changements de comportement, je vous fais quand même une petite révision de ces différentes espèces du genre Homo pour que vous ayez les choses bien au net dans votre tête. Donc, on a d'abord ce fameux Homo habilis. Alors, Homo habilis, dans cette parade qu'on voit souvent, où on voit se succéder différentes formes d'hominines qui évoluent apparemment de façon linéaire les unes derrière les autres pour arriver jusqu'à l'homme actuel, c'est généralement ce qu'on présente comme l'hominine qui précède Homo erectus, et donc c'est le premier représentant du genre Homo. En tout cas, c'est souvent comme ça que la chose est présentée dans la littérature plus ou moins spécialisée. Cet Homo habilis, donc le premier exemplaire, il a été découvert en 1960 dans ce site d'Olduvai en Tanzanie, dans un site qui s'appelle, parce qu'Olduvai c'est un ensemble de sites en fait, hein, et
donc dans ces gorges d'Olduvai, il y a un site qui s'appelle FLK, qui se trouve dans un niveau bien particulier qui est le bed 1. Et donc on a trouvé, enfin en tout cas la famille Liquet en 1960 a trouvé pour la première fois des restes qui ont été attribués à cet Homo habilis. Et donc le type de cette espèce, c'est en particulier cette mandibule qu'on a appelée Olduvai hominid 7, donc OH7, excusez-moi, et auquel on a associé des restes qui ont été trouvés dans les mêmes niveaux, non pas trop loin, en particulier des restes crâniens, 2 os pariétaux, et puis aussi des os de la main, des os du pied un peu plus loin, je vous montrerai un exemplaire tout à l'heure. Et dans le fond, il faut bien se rendre compte que Louis Liquet, hein, qui était derrière tous ces travaux avec son épouse Mary, était là en Afrique de l'Est depuis quand même pas mal d'années. Il était originaire du Kenya et il était déterminé à trouver le plus ancien représentant du genre Homo. Donc il avait déjà, si je peux dire, fait 2 essais qui ont été un petit peu malencontreux, mais cette fois-ci, c'était la bonne. Et donc, pourquoi le genre Homo ? Bien parce que, d'abord, la denture de ce fossile est très différente de celle des australopithèques. On a une réduction de la denture jugale, des molaires, et un développement des incisives et des canines. Donc ça indiquait un régime qui était un régime plus omnivore, plus carnivore que celui des australopithèques, et puis surtout une capacité crânienne estimée à l'époque qui était très supérieure. Je vous rappelle aussi qu'à l'époque où la publication dans Nature, donc en 1964, de ces fossiles est arrivée dans le monde des paléoanthropologues, ça a été l'occasion d'empoignades extraordinaires qui ont duré assez longtemps et qui d'ailleurs durent encore, je vais vous en dire un mot. Pourquoi ? Bien parce que dans le fond, certains ont pensé que pour faire rentrer dans le genre Homo cet Homo habilis, on avait été obligé dans le fond de modifier l'idée qu'on avait du genre Homo, en particulier en ce qui concerne la capacité cérébrale. Alors, par la suite, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas juste un Homo habilis qui précédait un Homo erectus, mais qu'on avait d'autres espèces possibles, et en tout cas, au moins 2 qui précédaient cet Homo erectus. Cette espèce en particulier a été reconnue dans la région toujours de l'est du lac Rodolphe au Kenya, et c'est surtout les travaux du projet de Kobifora qui étaient menés toujours par la famille Liquet, mais cette fois-ci c'était le fils Liquet. Donc dans les années 70, on a commencé à trouver dans cette région-là des fossiles qui montraient qu'à côté de formes plutôt de petite taille qu'on continue à attribuer à Homo habilis, eh bien, on avait quelque chose de différent, plus grand, avec une morphologie faciale surtout très différente, une denture aussi très différente, quelque chose qui l'a évoqué plus les paranthropes, après bien des débats pour savoir si ces 2 formes n'étaient pas les mâles et les femelles d'une même espèce, je pense qu'aujourd'hui, il y a une opinion qui est assez largement répandue, qu'il s'agit bien de 2 espèces, donc Homo rudolfensis et Homo habilis, et il y a eu d'autres découvertes depuis qui ont confirmé qu'on avait affaire vraiment à 2 morphologies très différentes. Et puis, je reviens à mon Homo ergaster erectus. On a eu la chance, dans les années 80, de trouver, alors cette fois-ci à l'ouest du lac Turkana, un squelette presque complet. Vous voyez qu'il lui manque les pieds, il lui manque un bras, mais enfin, il en reste beaucoup quand même.
Et donc, ce squelette qu'on a attribué à un adolescent, alors on sait maintenant qu'il était en termes d'âge calendaire assez jeune, hein, puisque les caractères des microstructures dentaires lui donnent un âge autour de 8 ans. Hein, mais enfin, il est assez grand déjà. Eh bien, donc cette découverte, si je peux dire, a été une des nombreuses découvertes d'Homo erectus est-africain. Mais enfin, elle a été très, très marquante parce qu'elle a donné lieu à une monographie, une description très détaillée. Et dans le fond, à l'époque de la découverte de cet Homo erectus, et surtout à la suite de cette publication de Walker et Leakey, s'est fait jour l'idée qu'on avait là une espèce de point de discontinuité, hein, avec des vrais hommes, si je peux dire, qui étaient apparus. Vous voyez, un format corporel, une silhouette qui ressemble beaucoup à celle des hommes d'aujourd'hui. Alors, bien, il avait un cerveau un peu plus petit, une denture un peu bizarre, mais enfin, il y avait cette idée-là que c'était quelque chose quand même d'assez différent. On est un peu revenu là-dessus parce qu'on s'est rendu compte, justement, en particulier à propos des rythmes de croissance, qu'il avait un rythme de croissance qui ressemblait plus à celui d'un chimpanzé qu'à celui d'un homme, et donc peut-être cette rupture, elle n'est pas aussi marquée que ce que l'on croyait. Et donc depuis cette découverte, dans le fond, les deux questions qui agitent beaucoup les paléanthropologues, c'est celui d'abord de la chronologie de toutes ces formes, et puis aussi de leur relation de parenté, et même de la question de savoir s'il faut vraiment toutes les mettre dans le genre Homo. Donc pour résumer, toutes les découvertes qui ont été faites en Afrique, et puis aussi hors d'Afrique, puisqu'on a maintenant des formes très anciennes qui ressemblent beaucoup à ces formes africaines en Géorgie, donc dans l'Eurasie, eh bien, on a une période de temps qui commence il y a environ 2 millions d'années et qui se termine autour de 1 450 000, dans laquelle on a la coexistence de ces trois espèces dans le fond, dans une région assez petite, hein, puisqu'on parle du Kenya, de la Tanzanie, de l'Éthiopie, enfin de régions, une partie assez restreinte de l'Afrique, et singulièrement de l'Afrique de l'Est. Alors, dans le fond, cette coexistence déjà a sérieusement entamé, si je peux dire, l'idée qu'on avait à faire une évolution linéaire d'une forme comme Homo habilis vers une forme comme Homo erectus. D'abord, on avait un troisième déjà qui commençait à poser problème. Et donc, on a assisté au cours des 10 dernières années à beaucoup de discussions et de révisions à propos de ces formes anciennes du genre Homo qui sont donc contemporaines de ces changements comportementaux qui nous intéressent aujourd'hui autour de la prédation. Alors quand même, je souligne dès à présent que s'il y a quelque chose qui commence autour de 2 millions d'années, ça a l'air d'être l'apparition d'Homo erectus plutôt, hein, puisque les autres formes, elles sont présentes depuis un peu plus longtemps. Comme vous voyez, on a des Homo rudolfensis qui ont peut-être 2,4 millions près du lac Malawi, et puis des Homo habilis aussi, on en a qui sont bien au-delà de 2 millions. Alors, spécifiquement sur ces Homos qui ne sont pas erectus, donc habilis et rudolfensis, il y a eu beaucoup de discussions récemment qui ont ressuscité un petit peu les tourments des paléanthropologues des années 60 qui se battaient avec Leakey, Tobias et Napier à propos de savoir s'il fallait bien mettre dans le genre Homo habilis. Et il y a eu des découvertes, alors c'est très fragmentaire, mais on a quelques restes post-crâniens d'Homo habilis. Et donc, on s'est rendu compte, en regardant ces restes post-crâniens très fragmentaires, que, par exemple,
les proportions relatives du membre supérieur et du membre inférieur, ce n'était pas vraiment ce qu'on attendait pour un représentant du genre Homo. C'est quelque chose d'un peu plus primitif, avec des jambes un peu plus courtes peut-être. En tout cas, quelque chose qui ne ressemblait pas beaucoup à cet Homo erectus de Nario Kotomé dont on avait ce magnifique squelette. Et puis, deux paléontologues, Bernard Wood et Mark Collard, en 1999, ont publié un article qui était assez provocateur, puisque eux ont carrément proposé de sortir du genre Homo définitivement, si je peux dire, Homo habilis et Homo rudolfensis. Et pour ceux qui suivent ces cours depuis quelques années maintenant, vous avez vu Bernard Wood ici, une fois, venir vous présenter ses idées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a fait une comparaison entre la phylogénie des hominines et celle des modèles de voitures. Il vous a expliqué qu'il y avait des marques différentes de voitures, mais que dans le fond, une Toyota des années 60, ça ressemblait quand même beaucoup à une voiture d'une autre marque des années 60, et que par contre, une Toyota des années 2000, ça ressemblait beaucoup à une voiture allemande ou américaine des années 2000, sans parler des différents modèles qui étaient apparus, les SUV ou voitures de sport. Et en fait, derrière ce débat se cache, s'exprime un vieux débat en paléoanthropologie qui est celui de, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant dans la classification, comment est-ce qu'on doit grouper les espèces qui ont vécu dans le passé ou même celles qui vivent aujourd'hui. Est-ce qu'on doit privilégier ce qu'on appelle la monophylie, c'est-à-dire le fait que des espèces partagent un ancêtre commun pour les grouper ensemble, avec le problème que si on suit cette voie-là, alors si on suit cette voie-là, j'allais dire c'est intellectuellement assez satisfaisant parce qu'on a des groupes qui ont une espèce d'existence naturelle qu'on peut fonder sur le partage d'un ancêtre commun quelque part dans le temps, mais avec le fait que le produit de l'évolution de différentes branches venant de cet ancêtre commun peut donner des choses qui sont assez différentes. Ou alors, est-ce qu'il faut au contraire privilégier le fait que l'on observe entre diverses espèces qui peuvent avoir des origines un petit peu séparées, eh bien, le même type d'adaptation, l'occupation d'une même niche écologique. Et dans le fond, l'argument de Collard et Wood, c'était deux choses. C'était d'abord sur le plan de la phylogénie, c'était de dire que si on fait une analyse cladistique de tous les hominines plio-pléistocènes qu'on connaît en Afrique, dans le fond, il n'y avait pas vraiment de bonne raison de grouper Homo habilis et Homo rudolfensis avec les autres représentants du genre Homo. Alors là, on parle uniquement de caractères et d'analyse de la polarité des caractères. Et donc, voilà, eux, leur conclusion, c'était que la polarité des caractères et le partage de caractères dérivés communs, dans le fond, ça plaçait ces Homo habilis et ces Homo rudolfensis un petit peu dans les limbes à propos d'autres formes d'australopithèques, de paranthropes, mais pas vraiment groupées. Vous voyez, il y a un joli petit bouquet là avec Homo erectus, Homo sapiens, l'homme de Néandertal et d'autres formes, donc un peu à part. Et puis surtout, le fait que, de leur point de vue, dans le fond, ces formes Homo habilis et rudolfensis, surtout habilis, semblaient plus appartenir à une stratégie adaptative proche de celle des australopithèques, par exemple, que celle de ce qu'on connaît du genre Homo. Et quand ils disent stratégie adaptative, justement, ça incorpore bien les stratégies alimentaires, l'adaptation à des aliments particuliers et cette histoire de prédation. Alors il y a eu depuis, Bernard a de la suite dans les idées, donc il a certains de
un de ses étudiants a travaillé par exemple sur les isotopes du carbone dans toutes ces formes. Vous vous souvenez, on a parlé la dernière fois, les isotopes du carbone, ça nous dit quelque chose sur l'environnement, sinon l'alimentation de ces formes anciennes. Et bon, tous ces résultats arrivent toujours un petit peu à la même conclusion, c'est que c'est vraiment autour de 2 millions d'années qu'il se passe quelque chose et qu'avant, on est plutôt dans un monde qui évoque celui des australopithèques. Et donc voilà, tout ça pour dire que, dans le fond, Wood et Collard continuent à penser que c'est probablement plutôt avec Homo erectus qu'on a affaire à des véritables représentants du genre Homo. Il y a eu, il y a pas très longtemps, 2-3 ans, il y a un article qui a été publié par des collègues de mon département à Leipzig, Fred Spoor et Philippe Gunz, sur un réexamen de l'holotype d'Homo habilis, ce fossile d'Olduvai. Et dans le fond, eux-mêmes ont confirmé un petit peu cette idée que Homo habilis, il fallait le mettre de côté. C'est-à-dire que quand on regarde tous les restes que l'on attribue au genre Homo, alors attribuons-les au genre Homo. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les angoisses de Wood et Collard. Hein. On va juste admettre pendant un instant que ce sont vraiment des représentants du genre Homo. Et bien, quand on regarde notamment les caractères dentaires, la forme de l'arcade dentaire, la forme de la mandibule, etc., et dans le fond, cet Homo habilis, il ne nous offre pas un très bon candidat à l'origine des hommes actuels et d'Homo erectus en particulier. Et pourquoi ? Parce que dans le fond, il a gardé des caractères plutôt primitifs qui évoquent ce qu'on trouve chez les australopithèques. Et il a gardé ces caractères primitifs longtemps après qu'il y ait d'autres représentants du genre Homo qui, eux, ont des caractères qui les rapprochent d'Homo erectus et d'Homo sapiens. Donc, dans cet article, ces auteurs proposent plutôt qu'Homo habilis, voilà, c'est une branche ancienne du genre Homo qui a survécu très longtemps, jusque vers 1,4 million, alors que la vraie histoire, ça se passe plutôt de ce côté-là, avec des fossiles qui sont assez fragmentaires, comme ce maxillaire qui a été trouvé à Hadar en Éthiopie, qui a 2,3 millions, et puis les Homo erectus, qui représentent donc vraiment la lignée qui mène à l'homme actuel. Et Rudolfensis aussi serait une branche un petit peu à part. Alors ça peut être un peu décevant parce que je sais que tout le monde aime bien avoir Homo habilis avant Homo erectus dans la liste. Je suis désolé, mais en ce moment la tendance c'est plutôt à le sortir, ce pauvre Homo habilis. Alors donc cet Homo erectus qui semble être le bon, si je peux dire, le vrai, celui qui est probablement à l'origine des sites comme Canggera, par exemple, ou ce site de Cobifora avec ses restes de vertébrés aquatiques. Qu'est-ce qu'on en connaît dans le registre fossile quand on remonte vraiment au tout début ? Vous voyez que ce n'est pas très spectaculaire. Hein. C'est-à-dire qu'on connaît 2 fossiles en Afrique de l'Est que l'on attribue à une forme très ancienne d'Homo erectus. Alors, il s'agit d'abord d'un... Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, ça, mais c'est un bout d'os occipital. C'est le milieu de l'os occipital, là, l'arrière du crâne. Et il se trouve que Homo erectus a des caractères assez particuliers de l'arrière-crâne, avec une forme assez anguleuse de l'écaille de l'occipital, et puis surtout le développement d'un bourrelet osseux épais qu'on appelle le torus occipital, qu'on ne connaît pas chez les Homo habilis ou chez les australopithèques qui ont des morphologies bien différentes. Et ça, ce petit bout d'os, là, vous voyez, c'est pas très grand, hein, ça fait quelques centimètres, eh bien, c'est le premier bout d'occipital qu'on connaisse
où il y a cette morphologie clairement exprimée. Et donc, bon, c'est le seul caractère quasiment qu'on voit sur cet os, et donc on l'a attribué à Homo erectus. Et puis alors, il y a un autre fossile qui, vous voyez, à 1 950 000, on n'est pas très loin de 2 millions. Là, il s'agit de quelque chose de plus complet. Il s'agit d'un fragment important de bassin qui est assez grand en taille et surtout qui présente une morphologie qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve chez des représentants plus tardifs du genre Homo. En particulier, vous voyez que sur l'aile iliaque, là, ici, il y a un renforcement osseux. Hein, on parle de pilier iliaque. Donc, c'est un épaississement de l'os au-dessus de la cavité acétabulaire, dont on va reparler tout à l'heure parce que vous verrez que c'est quelque chose qui est important parce que ça renforce mécaniquement le bassin. Et donc, c'est quelque chose aussi qui n'est pas développé de cette façon-là chez les australopithèques ou d'autres formes d'hominines plus anciens, plus primitifs. Et donc voilà, on a ces deux fossiles qu'on attribue à Homo erectus, et donc on est tenté de mettre un point de départ d'Homo erectus à 2 millions d'années, donc sur le point de départ de nos changements comportementaux. Et donc on va maintenant travailler cette idée, cette hypothèse que c'est avec cet Homo erectus qu'on a ce passage à une prédation beaucoup plus systématique. Inutile de vous dire que, comme ces fossiles ont été trouvés, celui-là a été trouvé en surface, celui-là aussi d'ailleurs, alors évidemment, dans ce genre de situation, il y a toujours des débats pour savoir est-ce qu'on l'a bien attribué au bon niveau, est-ce que c'est le bon âge, etc. Donc, business like usual en paléoanthropologie, mais enfin, il faut bien faire avec ce que l'on a. Cet Homo erectus qui démarre à 2 millions d'années, donc en Afrique, eh bien, si on lui attribue ces changements de comportement en termes alimentaires, en termes de prédation, eh bien, il faut bien comprendre que ces changements s'associent à d'autres changements qui sont aussi importants et qui sont peut-être d'ailleurs tous liés entre eux. Il y a un premier changement qui est un changement dans la production d'industrie lithique. Vous vous souvenez que les plus anciens outils de pierre qui viennent de l'Ouest Turkana à 3,3 millions à Lomekwi, c'est des espèces de gros blocs cassés avec des éclats qui sont produits en frappant soit ces blocs avec des gros percuteurs, soit en les frappant sur des enclumes, soit en les frappant avec un gros percuteur posé sur un enclume, enfin les différentes techniques pour produire des gros éclats. Et puis succède à ces industries, beaucoup plus tard, à partir de 2,5 millions par là, ce que l'on appelle l'Oldowayien. Et cet Oldowayien, qui dure très longtemps, un auteur des années 60, Clark, l'a attribué à ce qu'il a appelé le mode 1. Et Clark a fait une classification de toutes les industries paléolithiques en mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5. Je ne vais pas vous détailler ça. Maintenant, on en a déjà parlé il y a assez longtemps. Mais disons que le mode 1, pour dire les choses simplement, c'est l'Oldowayien, avec le travail sur des galets pour produire des éclats. Alors, ces galets peuvent eux-mêmes être utilisés tels que, puis il y en a beaucoup qui sont probablement plutôt des nucléus pour produire des éclats. Et puis le mode 2, eh bien, c'est le développement des bifaces, qui sont des objets sur bloc, taillés sur les deux faces. Alors celui-là, c'est un très joli biface acheléen du nord de la France, qui est assez tardif, mais le passage du mode 1 au mode 2, c'est quelque chose qui se produit en Afrique, dans le fond, assez peu de temps après l'apparition de ces premiers Homo erectus et de ces changements comportementaux. Les plus anciens acheléens qu'on ait en Afrique, ils ont
1,8 million, quelque chose comme ça. Voilà, il semble que pas très longtemps après l'apparition des Homo erectus, on a ces changements techniques dans la production des outils de pierre. Un autre événement très important à cette époque-là, eh bien, c'est la sortie d'Afrique, la première qu'on puisse documenter. Alors, beaucoup de discussions aussi sur l'âge de cette première sortie d'Afrique. La chose la plus sûre que l'on ait, c'est un gisement qui est en Géorgie, qui s'appelle Dmanisi, où on a des industries lithiques, des outils de pierre qui sont assez bien datés. Ils sont couverts par des dépôts volcaniques qu'on peut dater avec beaucoup de précision. Donc on est un peu au-delà d'1,8 million. Et puis, soit dit en passant, ce sont des industries lithiques du mode 1. C'est-à-dire que l'Achelin n'était pas encore arrivé jusque-là. Et donc, ce qui suggère d'ailleurs que cette sortie d'Afrique, elle a été opérée par des hominines avant le développement du mode 2 en Afrique, puisqu'ils ont apparemment exporté hors d'Afrique des industries plutôt de type oldowien, et c'est beaucoup plus tard qu'on va voir se répandre cet Acheléen en dehors d'Afrique. Et donc à Dmanisi, on a cette date qui est à peu près sûre. Alors il y a d'autres dates à peu près du même genre en Chine, enfin un peu plus récentes en Chine et en Indonésie, mais évidemment il y a souvent des découvertes. Il y a eu un article récemment publié dans Nature qui décrit des industries en Chine qui seraient au-delà de 2 millions d'années. Bon, je ne suis pas entièrement convaincu par cet article, mais quand même, cette sortie d'Afrique, elle, tourne autour de 2 millions d'années, disons plus ou moins 100 ou 150 000 ans. Alors, à Dmanisi, on a des fossiles absolument extraordinaires. On montre toujours des photos de 5 crânes, dont un qui est extraordinairement complet, très robuste. Et ces crânes, pour la plupart, sont associés à des mandibules. C'est vraiment une collection extraordinaire. Ce qu'on montre moins souvent, ce sont les restes post-crâniens qui viennent de ce site. Et ces restes post-crâniens, dans le fond, ils nous disent un petit peu la même histoire que ceux de Nariokotomé. C'est-à-dire qu'on a affaire à des formes qui sont quand même assez primitives. Elles sont très anciennes, on est proche de 2 millions d'années. Mais en tout cas, vous voyez que les proportions, par exemple les proportions intermembrales, ici on compare la longueur du fémur par rapport à la longueur de l'humérus, donc le rapport jambes-bras, eh bien, place ces hommes de Dmanisi vraiment dans les proportions en plein milieu de la distribution de ce qu'on observerait chez des hommes actuels. Donc ils ne sont pas très grands, mais ils ont vraiment des proportions bras-jambes très très similaires. Et à l'intérieur d'un membre, si on compare par exemple la proportion du fémur par rapport au tibia, eh bien, on a aussi des proportions qui sont assez similaires à ce qu'on trouve chez des hommes actuels. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir à quoi ces changements anatomiques correspondent. Et j'ai beaucoup insisté la dernière fois sur le fait que dans les comportements de prédation, certainement, la course d'endurance, c'est quelque chose qui a joué un rôle très très important dans la capacité des hominines, de ces Homo erectus, donc, à capturer des ongulés, des mammifères. Pourquoi ? Eh bien parce que la capacité d'endurance des hommes, on va en dire un mot dans un instant, est assez extraordinaire comparée à celle des autres mammifères. Et en particulier, nous avons une grande capacité d'endurance dans un environnement chaud. Et
l'idée qui a été proposée par certains, c'est que la différence de prédation exercée par les hommes par rapport à celle que l'on observe chez les félins ou chez les hyènes ou chez les canidés, c'est que, dans le fond, les hommes chassent de jour, et ils chassent de jour aux heures les plus chaudes de la journée, justement parce qu'ils peuvent tirer avantage de cette capacité qu'ils ont grâce à la thermorégulation de leur corps et grâce à un certain nombre d'adaptations qu'on va détailler. Eh bien, ils peuvent, dans le fond, pousser à l'hyperthermie et à l'épuisement des quadrupèdes qui, eux, ne bénéficient pas de ces caractères, alors que les autres carnivores chassent plutôt la nuit. Beaucoup de carnivores préfèrent plutôt attendre des animaux près des points d'eau et les attraper quand il fait nuit. Alors, dans l'élaboration de ce modèle, il y a un auteur qui a joué un très grand rôle, qui s'appelle Daniel Lieberman, qui est à l'université de Harvard et qui était ici au printemps dernier pour un colloque sur les problèmes d'adaptation énergétique chez l'homme. Et donc, Daniel Lieberman, qui, il faut quand même le préciser, lui-même est un coureur de marathon, donc évidemment ça l'intéresse, c'est beaucoup investi dans cette étude, dans ces études, alors sur les fossiles, mais aussi sur les populations actuelles. Il va régulièrement en Afrique de l'Est mener des expériences avec des jeunes Africains et des jeunes Africaines qui courent pieds nus. Il étudie vraiment très en détail leur performance. Et donc en 2004, il a publié avec un de ses élèves, Bramble, ils ont publié tous les deux un article qui a vraiment été une étude en profondeur de toutes ces caractéristiques qui permettent la course chez l'homme et en particulier la course d'endurance. Et donc voilà une liste alors que vous ne pouvez certainement pas lire de votre place, mais ne vous inquiétez pas, on va voyager à l'intérieur de la liste plus en détail, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a de nombreux caractères qui sont liés à la capacité de courir, donc ce R que vous voyez partout. Certains sont aussi impliqués dans la marche, mais vous voyez, tous ces caractères ont au moins un R. Et quand on regarde où ces caractères se présentent dans le registre fossile, quand on peut les vérifier sur des fossiles, on voit qu'il y en a quelques-uns qu'on voit apparaître chez Homo habilis, y compris quelques caractères qui ont l'air d'être spécifiquement des caractères liés à la course, mais la grande majorité de ces caractères sont des caractères qu'on voit apparaître pour la première fois avec cet Homo erectus. Alors, soit sur le squelette de Nario-Kotomé, soit sur ces restes que je vous ai montrés de Dman ici, ou d'autres restes d'Homo erectus qu'on a trouvés ailleurs. Donc, il y a vraiment, disons, une très très forte présomption pour mettre Homo erectus au centre de cette évolution. Donc, si on couche sur le côté l'arbre phylogénétique que nous regardions tout à l'heure, ce qu'on a, c'est d'abord des formes anciennes d'hominines qui sont quand même très inféodées au milieu arboricole. Alors c'est en particulier Ardipithecus, probablement avant Aurorine et Sahelanthropus. Mais bon, là, pour ces fossiles-là, on n'a pas suffisamment de matériel pour vraiment reconstituer tous les détails de cette locomotion. Mais disons qu'avec Ardipithecus, on a une forme qui, même si elle est bipède, a encore un hallux, un pouce, un gros orteil qui est opposable aux autres et donc qui peut attraper une branche. Et ce sont des formes qui, manifestement, sont inféodées au milieu forestier avec non seulement des caractères anatomiques, donc de bipède qui descend au sol, mais qui peut aussi facilement retourner dans les arbres et qui est adapté à ça, et puis aussi des données isotopiques qui montrent un environnement qui est quand même un environnement
où il y a toujours des arbres qui sont pas très loin. Ensuite, on a en vert ici les australopithèques, qui eux sont adaptés à la marche, bipèdes, qui sont beaucoup plus dégagés du milieu forestier. Et puis, des formes qui sont moins bien connues, et en particulier Homo habilis et les paranthropes du point de vue du squelette post-crânien, mais qui semblent quand même appartenir à la même genre d'adaptation, hein, avec une vie dans un milieu plus ouvert, mais quand même toujours une possibilité d'aller dans les arbres. Je vous signale une petite curiosité, là, c'est ce fossile de Bourtélé en Éthiopie, qui est donc contemporain des australopithèques afarensis, hein, Lucie, et qui est un fossile il est connu par un bout de pied. Hein. Et ce bout de pied, c'est un pied avec un hallux qui est divergent comme ça. Hein. Donc c'est très très étrange. Ça veut dire que longtemps après l'apparition des australopithèques les plus anciens, eh bien, on avait encore des formes un petit peu similaires à Ardipithecus qui vivaient en Afrique de l'Est. Donc la réalité est peut-être encore beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine. Et puis alors en bleu, voilà toutes les formes du genre Homo qui, elles, sont non pas adaptées simplement à la marche, mais adaptées aussi à la course. Et la course, c'est quelque chose d'assez différent de la marche. La marche, c'est une locomotion où il y a constamment un appui au sol, hein, alors que la course, c'est un mode de locomotion qui est sauté, hein, c'est-à-dire qu'à chaque foulée, eh bien, il y a un moment donné où le corps est complètement séparé du substrat, du sol, hein, donc d'une foulée à l'autre, et cela, ça entraîne un certain nombre de problèmes mécaniques, de problèmes anatomiques qui ont dû être résolus et dont on voit la résolution dans le genre Homo, singulièrement chez Homo erectus et les formes les plus récentes. Alors ces problèmes, c'est d'abord des problèmes liés au choc mécanique, parce que quand vous courez, eh bien, à chaque fois que vous retombez sur le sol, si je peux dire, eh bien, il y a un choc qui se transmet aux membres inférieurs, à la colonne vertébrale, au bassin. Donc un problème d'amortissement des chocs mécaniques, un problème de stabilisation du corps, stabilisation de la tête, hein, qui bouge, et vous allez voir que cette stabilisation elle a pu être résolue de différentes façons. Et puis aussi, alors évidemment, ces problèmes de thermorégulation dont on a déjà parlé plusieurs fois. Alors voyons cette liste dressée par Bramble et Lieberman pour voir un petit peu quels sont ces caractères qui permettent la course d'endurance et qui permettent la capture d'animaux. Alors d'abord, j'allais dire tout bêtement, tout simplement, il y a le format corporel qui est assez différent chez ces Homo erectus de ce que l'on avait chez les australopithèques. Et j'ai déjà évoqué ces proportions entre le membre supérieur et le membre inférieur, et même les différences, les proportions entre éléments distaux et proximaux de ces membres. Donc quelque chose, encore une fois, qui ressemble pas mal à ce qu'on observerait chez un homme actuel. Et ces proportions corporelles, cette forme plus élancée du corps, elles sont intéressantes pour deux raisons quand on pratique la course. La première, quand on pratique la course, il vaut mieux avoir des grandes jambes que des petites jambes. Hein. Ça paraît assez évident. Et si vous regardez de temps en temps l'athlétisme à la télé, vous verrez que curieusement, les athlètes qui gagnent les courses, surtout le sprint, il ne s'agit pas de courses d'endurance, ils ont quand même des jambes assez grandes. Hein. Et pourquoi ? Parce que dans cette locomotion qui est la course, eh bien, la façon d'accroître la vitesse, ce n'est pas tellement d'accélérer la cadence des
des foulées, c'est plutôt d'allonger la foulée. Alors, surtout quand on fait de la course d'endurance, si vous voulez courir un marathon, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas essayer de faire des petites foulées très rapides, il vaut mieux faire des très très grandes foulées lentement, et c'est ce qui augmente l'efficacité de la course. Donc les grandes jambes, c'est un des premiers caractères qu'on observe dans ces adaptations. Et ensuite, ce format corporel qui est un format étroit et allongé, eh bien, c'est un format qui augmente le rapport surface-volume du corps. Et vous vous souvenez que ça, c'est très important pour la thermorégulation, c'est-à-dire qu'en gros, quand on vit dans des climats froids et qu'on a besoin de conserver des calories, eh bien, on évolue vers des formes qui sont plus trapues, c'est ce qu'on observe chez tous les mammifères, hein. Donc des formes de plus en plus ramassées pour conserver la chaleur. Au contraire, les mammifères qui vivent dans les milieux chauds, et c'est vrai aussi pour les populations humaines, ont tendance à avoir des formes beaucoup plus longilignes parce que ça permet un meilleur refroidissement du corps. Alors ensuite, on a des adaptations qui sont liées à la course elle-même, et en particulier au fait que quand on court, eh bien, il y a une rotation du bassin pour permettre ces foulées de plus en plus longues. Et cette rotation du bassin, elle doit être compensée par une contre-rotation du torse. Vous savez, quand on court, on balance ses membres supérieurs en partie pour créer ce mouvement de rotation du tronc qui va contrebalancer le mouvement du bassin et des jambes. Et comme il y a une contre-rotation du torse, eh bien, il faut une contre-rotation de la tête pour que la tête ne parte pas dans tous les sens, mais continue à rester dans la même position. Et donc ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans la course et qui n'a pas besoin d'être là dans la marche. Et de fait, quand on regarde ce qui se passe en termes de changement anatomique entre, disons, un australopithèque et puis ce que l'on reconstitue de l'anatomie d'un Homo erectus, eh bien, on trouve des changements qui permettent ces contre-rotations. Alors, c'est d'abord le dégagement de la tête par rapport aux épaules, donc un cou qui devient plus mobile, si vous voulez, qui permet cette contre-rotation. Des épaules qui sont plus larges et qui sont plus basses, et ça, c'est lié à cette rotation du tronc pendant la course. Une réduction des avant-bras, parce que évidemment c'est bien de balancer ses membres pour entraîner le torse, mais il ne faut pas non plus avoir des bras de gorille, parce que là c'est assez plutôt handicapant. Un thorax qui devient plutôt étroit, et donc qui facilite ce mouvement de balancier du tronc. Et puis un bassin étroit et un bassin et un thorax qui sont séparés par une taille qui est bien marquée, bien dégagée et qui est assez longue. Donc un segment ici qui est plutôt étroit et plutôt allongé et qui permet à cette taille d'avoir une rotation assez facile. Donc ça, c'est pour, j'allais dire, l'anatomie du squelette en général, mais il y a d'autres aspects plus de détails qui permettent cette stabilisation et en particulier des adaptations qui sont liées, qui se manifestent dans l'oreille interne. Alors, quand on regarde à l'intérieur d'une oreille, il y a l'oreille externe, il y a l'oreille moyenne qui est une série de petits osselets qui se trouvent en arrière du tympan et qui transmettent les vibrations à l'oreille interne. Et l'oreille interne, eh bien, c'est cette espèce d'escargot qui se trouve à l'intérieur du crâne, à la base du crâne, dans l'os temporal, dans une partie du crâne qui est extrêmement massive. Et cette oreille interne, c'est une cavité osseuse qu'on peut assez facilement étudier dans les fossiles. Elle se forme très précocement dans le développement individuel. À 6 mois de développement embryonnaire, la forme de cette oreille interne est déjà fixée. Et il se trouve qu'elle a des variations de forme qui permettent en particulier de distinguer différentes espèces d'hominides. Par exemple, on peut très bien séparer
un néandertalien, d'un homme moderne, sur la morphologie de cette oreille interne. Et c'est très bien qu'elle soit formée à 6 mois de développement embryonnaire, parce que même sur un nouveau-né, sur lequel on observe très très peu de caractères, ce caractère-là permet de distinguer ces groupes. Alors pour revenir à mes Homo erectus, donc on a leur oreille interne. Alors cette cavité osseuse, en fait, elle contient un organe qui est le labyrinthe membraneux, c'est-à-dire cette oreille interne mais membraneuse, la partie molle, si vous voulez, de l'organe, et qui est composée de différentes parties. Et dans ces différentes parties, il y a des canaux, une espèce de tubes arqués, qu'on appelle les canaux semi-circulaires, qui forment disons grossièrement, 3 demi-cercles qui sont orientés dans 3 directions de l'espace. Et donc il y a un canal semi-circulaire antérieur, un postérieur et un latéral. Dans le labyrinthe membraneux, ces canaux sont remplis de liquide, et les parois du labyrinthe membraneux sont extrêmement innervées, et donc les variations de pression de ce liquide dans ces canaux, lorsque la tête bouge ou quand le corps bouge, eh bien, transmettent au cerveau des informations qui permettent au cerveau d'apprécier le mouvement, d'apprécier la verticalité et, dans le fond, de stabiliser le corps et la tête. Le labyrinthe, c'est ce qui vous pose problème quand vous avez le mal de mer. C'est-à-dire que vous avez des informations qui sont transmises par le labyrinthe au cerveau qui ne collent pas tout à fait avec les informations que votre système visuel transmet au cerveau, et ça crée un malaise. D'accord ? Plus ou moins intense suivant les individus. Et on s'est beaucoup intéressé à ces canaux semi-circulaires. Pourquoi ? Parce que vous comprenez bien qu'ils nous disent quelque chose sur la locomotion. En particulier, les formes qui sont des formes arboricoles ont des canaux semi-circulaires qui sont assez différents des formes qui sont bipèdes ou des formes qui sont... disons, les formes qui se déplacent en 3 dimensions ont des canaux semi-circulaires différents des formes qui se déplacent plutôt dans 2 dimensions, si je peux dire. Les oiseaux ont des canaux semi-circulaires particuliers. Alors, en ce qui concerne nos représentants du genre Homo et les Australopithèques, ce qu'on voit, c'est un accroissement à partir d'Homo erectus des canaux semi-circulaires antérieurs et postérieurs. Et ça, c'est lié au fait que pendant la course, il est important que la tête soit bien stabilisée, c'est-à-dire que, dans le fond, quand vous courez, surtout si vous courez derrière un gibier que vous voulez attraper, il ne faut pas que vous le perdiez de vue, donc il faut que vos yeux soient capables de se maintenir dans une certaine direction. Et donc les hommes sont assez bons à ça, c'est-à-dire quand ils courent, ils arrivent à garder la tête assez fixe grâce à ces canaux semi-circulaires. Et ce changement, on le voit donc singulièrement avec les Homo erectus. On a aussi des caractères de la colonne vertébrale et du crâne qui évitent les mouvements de la tête un petit peu dans toutes les directions. Donc on a perdu cette projection d'un espèce de museau comme ce qu'on pouvait observer chez des formes primitives d'hominines. On a une tête qui est en équilibre sur la colonne vertébrale, et surtout, à l'arrière de la colonne vertébrale, on a un ligament très puissant qui relie les vertèbres cervicales avec l'occipitale et qui vient s'attacher sur une crête qu'on appelle la crête occipitale externe à l'arrière du crâne jusqu'à la protubérance occipitale externe. Et ce ligament qui est à la fois solide et élastique permet cette stabilisation. Alors, autre élément de stabilisation du tronc par rapport au bassin, on a une augmentation de l'insertion de certains muscles, en particulier un muscle qu'on appelle erector spinae, c'est le muscle qui tient la colonne vertébrale droite par rapport au bassin. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus important chez un homme que chez un australopithèque. Et puis aussi une augmentation de la surface du gluteus maximus, c'est la fesse. Les hommes ont des fesses.
que les australopithèques ou les autres primates non humains n'ont pas. Et ça, c'est lié non seulement à la bipédie, mais aussi à cette capacité de course. Je vous ai parlé de réduction du stress mécanique. Alors, la réduction du stress mécanique se voit dans le renforcement d'un certain nombre d'éléments squelettiques, spécifiquement chez les représentants du genre Homo. Voilà la colonne vertébrale de ce fameux adolescent de Nariokotomé comparé à une colonne vertébrale d'Australopithèque. Et, entre autres différences, regardez la taille des vertèbres lombaires chez cet Homo erectus comparé à ce qu'on observe chez un Australopithecus africanus. Vous voyez que ces vertèbres sont beaucoup plus massives, enfin le corps des vertèbres est beaucoup plus massif, et donc il peut encaisser des chocs qui sont liés à la course. Dans le bassin, on observe aussi un renforcement très net. Je vous ai déjà parlé de ce pilier iliaque, qui, dans la crête iliaque, crée un renforcement mécanique très important, donc une résistance à la déformation de l'aile iliaque qu'on ne trouve pas de façon aussi développée chez les australopithèques ou chez des formes plus anciennes bipèdes. Donc là, on a des formes qui sont adaptées à la marche bipède, et là, on a un bassin qui est adapté à la course. Et vous vous souvenez qu'un des plus anciens Homo erectus dont on ait la trace en Afrique de l'Est, c'est justement un bassin comme celui-là avec ce pilier iliaque. Alors toujours sur le bassin, on a un renforcement de l'articulation sacro-iliaque, c'est-à-dire l'articulation entre l'ilium et puis le sacrum. Je dis bien articulation, c'est-à-dire qu'un bassin, ce n'est pas quelque chose qui est rigide, il y a des mouvements possibles des différents éléments du bassin au niveau du pubis, au niveau du sacrum et de l'ilium. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on aurait du mal à donner naissance à des enfants. Et donc il y a là une articulation qui n'est pas extrêmement mobile, mais qui est maintenue en place par un grand nombre de ligaments. Soit en passant, quand vous avez mal au dos, mal au bas du dos, souvent c'est cette articulation sacro-iliaque qui vous pose problème. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très renforcé chez les Homo erectus et les formes plus récentes du genre Homo par rapport à ce qu'on connaissait chez les australopithèques, avec en particulier une augmentation de la surface de contact entre ces éléments, donc qui se marient de façon beaucoup plus étroite. Toujours dans l'ordre du renforcement mécanique, alors là c'est sur l'ensemble du membre inférieur, on a une augmentation de la taille des articulations. C'est-à-dire quand on regarde la taille de l'articulation entre le tibia et le fémur, par exemple, que ce soit donc la partie inférieure du fémur ou la partie supérieure du tibia, eh bien on voit que cette articulation est beaucoup plus grosse chez un homme que chez un australopithèque. Et là encore, c'est quelque chose qu'on interprète comme une réponse aux contraintes mécaniques qui sont liées non seulement à la marche et au poids du corps qui est plus important, mais aussi à la course. J'ai choisi à dessein cette image un peu antique qui est celle du premier Homo erectus qui a été découvert à la fin du XIXe siècle à Java par Eugène Dubois. Alors, il n'y a pas seulement des problèmes de choc mécanique et de renforcement du squelette, il y a aussi des aspects dans la course d'accumulation d'énergie et de restitution de cette énergie. C'est-à-dire qu'à chaque foulée de la course, eh bien, quand le corps va retomber sur un pied, le membre va se plier un peu et en se pliant, eh bien, il va accumuler de l'énergie dans un certain nombre de dispositifs anatomiques qui vont agir un peu comme des ressorts ensuite pour
dans le fond, renvoyer le poids du corps dans la foulée suivante. Et en particulier, on a une augmentation de la taille du tendon d'Achille, hein, qui relie le tibia au calcanéum. On a une voûte plantaire qui est stabilisée, qui est beaucoup plus à la fois rigide et souple que ce que l'on avait chez les australopithèques, dont le pied se pliait beaucoup plus pendant la marche. Et donc ça contribue, ce tendon d'Achille et cette voûte plantaire avec des ligaments, ça joue ce rôle de ressort. Et puis on a aussi des renforcements mécaniques, en particulier au niveau du talon. On a un renforcement du calcanéum dans le genre Homo, en tout cas chez Homo erectus et des formes plus récentes. Et ça, c'est vraiment lié à la nécessité d'encaisser ces chocs mécaniques pendant la course. Alors certains de ces caractères du pied, j'ai déjà souligné quand j'ai montré la première diapositive avec une liste de caractères, certains de ces caractères sont déjà présents chez les Homo habilis. Et alors, évidemment, parce que ces caractères, pour certains, sont bons pour la marche déjà, hein, et ils sont encore meilleurs pour la course, si je peux dire. Mais on a certains de ces caractères qui sont déjà là. Une articulation calcanéo-cuboïdienne qui est très peu mobile, c'est-à-dire qu'en gros, le pied, la partie centrale du pied est beaucoup plus rigide, il y a beaucoup moins de capacité c'est assez difficile de plier son pied au milieu. On peut plier ses orteils, on peut faire bouger son pied par rapport à son tibia, mais plier le milieu du pied, c'est assez compliqué. On a un hallux, c'est-à-dire un premier rayon, premier orteil qui est en adduction permanente, hein, il n'est plus divergent. Et puis, on a aussi un raccourcissement des orteils. Alors bon, on ne le voit pas sur ce spécimen parce que là, ils ont été très raccourcis, mais sur des fossiles qui sont plus complets, on voit ce raccourcissement des orteils. Et tout ça sont des caractères qui sont favorables à la course. Alors pour Homo erectus, on a énormément d'empreintes de pieds qui ont été découvertes, notamment, encore une fois, en Afrique de l'Est, hein, à l'est du lac Turkana, dans le gisement d'Ilret. On a des centaines d'empreintes de pieds sur des bords de lacs. Donc on a pu étudier avec beaucoup de détails, grâce à ces empreintes, les proportions des orteils, aussi l'appui du pied, la façon dont se transmettaient les forces au moment du déplacement. Et pour dire les choses simplement, avec Homo erectus, on a un pied qui est presque indiscernable d'un pied d'homme actuel. Enfin, dernier point lié à la locomotion, à cette capacité de chasse, je vous rappelle donc la capacité chez l'homme de transpirer, hein, avec des glandes sudoripares exocrines qui sont réparties sur toute la surface du corps, enfin, de façon qui n'est pas vraiment uniforme, et qui permet un refroidissement très très efficace du corps. Alors c'est quelque chose qui a été rendu possible par la perte d'un pelage dense. Et vous vous souvenez que quand je vous ai montré cette vidéo de ces chasseurs san qui courent derrière une antilope pour l'épuiser, eh bien, ils transpirent énormément et surtout, ils ont de l'eau avec eux et ils permettent, en se mouillant le corps, eh bien, de pouvoir continuer à courir sur une très très longue distance. Alors cette histoire de perte des poils et de transpiration, c'est quelque chose qui très probablement est plus ancien que l'apparition d'Homo erectus et même probablement que l'apparition du genre Homo. Et ça, on en a déjà parlé, c'est une histoire que nous disent les parasites corporels, en particulier ce pou de pubis qui, curieusement, chez l'homme, appartient à un genre que l'on connaît aussi
chez le gorille. Et enfin, on a retourné dans tous les sens la génétique des poux, des puces, celle des parasites. Et la seule solution que l'on ait trouvée jusqu'à présent, c'est qu'à un moment donné, ce parasite est passé d'une espèce à l'autre, probablement du gorille aux ancêtres des hominines. Et c'est quelque chose qui s'est probablement passé, disons, entre 3 et 4 millions d'années. Donc, ça concerne les australopithèques. Donc, ça suggère que déjà les australopithèques ont une pilosité pubienne séparée de la pilosité qu'ils ont sur la tête, un peu comme les hommes actuels. Donc, ce mécanisme de thermorégulation, c'est probablement quelque chose qui précède l'adaptation à la course des Homo erectus. Les australopithèques vivent dans un milieu qui est un milieu quand même essentiellement ouvert en Afrique tropicale, donc c'est quelque chose qu'on comprend assez facilement. Enfin, il y a un autre mécanisme de thermorégulation chez l'homme qui est très important et qui est important surtout chez les formes à grand cerveau, et on va le voir se développer essentiellement justement chez les Homo erectus. C'est une expansion de la circulation veineuse dans le crâne. Donc, dans la tête, dans le crâne, on a du sang qui arrive par l'artère carotide, qui va irriguer le cerveau, et ce sang qui traverse, si je peux dire, le cerveau, qui le nourrit, va en même temps le réchauffer ou le refroidir en fonction des conditions extérieures. Et ce sang, il est recueilli par tout un système de petites veines qu'on appelle des veines émissaires. Vous les voyez là près de la surface du crâne. Et ce sang va arriver dans des sinus veineux qui parcourent le crâne. Alors, en surface, ils sont surtout très visibles à l'arrière du crâne, mais aussi en profondeur. Et ils vont être renvoyés vers la veine jugulaire. Et ça, c'est un dispositif qui est absolument vital pour les hommes avec leur grand cerveau, parce qu'il ne faut absolument pas que le cerveau surchauffe pendant ces exercices de course. Et on voit très bien, parce qu'on voit dans les restes osseux de tous ces hominines pliopléistocènes, on peut voir la trace de ces sinus veineux et on peut voir ces veines émissaires et on voit leur densité augmenter de façon assez marquée chez ces formes. Donc, équipé de tous ces caractères, eh bien, on peut, j'allais dire, se lancer dans la course. Et vous voyez que même si la dépense d'énergie augmente avec la vitesse de déplacement, quand on regarde le coût, si je peux dire, du transport en prenant en compte le nombre de kilos de masse corporelle et la distance parcourue, vous voyez que la course représente un mode de locomotion qui est relativement, sinon économique, mais du moins stable dans son coût, quelle que soit la vitesse, en tout cas, tant qu'on reste dans un régime qui est un régime aérobique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de régime aérobique ? Eh bien, c'est le fait que quand vous courez à petite vitesse, quand vous faites du jogging, par exemple, eh bien, vous arrivez à respirer suffisamment pour alimenter votre organisme en oxygène et envoyer cet oxygène dans les muscles et aussi rejeter du gaz carbonique en quantité suffisante pour que vos muscles continuent à fonctionner de façon satisfaisante. Et donc ça, disons, c'est un régime qu'on peut assez facilement maintenir jusqu'autour de, enfin, je dirais pour moi 10 km/h. Bon, il y a des gens qui courent beaucoup plus vite que ça et qui arrivent à maintenir un régime aérobique à des vitesses plus élevées. Après, au-delà d'une certaine vitesse, les coureurs de sprint, si vous voulez, on passe dans un régime anaérobique où là, on se fiche bien de savoir si on va accumuler des toxines dans les muscles parce que de toute façon, ça ne dure pas longtemps. Donc, c'est un effort très, très important, mais qui est assez court. Et donc,
vous voyez que les capacités d'endurance, en particulier en régime aérobique, sont extrêmement élevées chez les hommes comparées aux chimpanzés. Ce que vous avez ici sont un rapport, alors ce sont des coureurs, pas spécialement des champions, hein, des coureurs, j'allais dire, normaux, bien entraînés. Vous voyez que dans des vitesses qui sont des vitesses de l'ordre de 10 km/h ou un petit peu plus, eh bien, on a une capacité d'endurance qui va au-delà de, disons, entre 1000 et 10 000 minutes. Hein. 10 000 minutes, c'est très long. Hein. Donc, déjà, 1000 minutes, c'est beaucoup. Hein. Ça fait plusieurs heures. Hein. Donc, on peut courir pendant plusieurs heures dans un régime aérobique. Et ça, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui peuvent le faire. Alors, je vous indique un super marathon qui se tient tous les ans, pas très loin de chez moi, en Allemagne. Il part de la ville d'Eisenach, dont je vous recommande la visite. C'est la ville natale de Bach, très jolie ville, avec un joli environnement forestier. Et donc, tous les ans, au mois de mai, il y a un super marathon qui parle de la ville d'Eisenach et qui se poursuit sur quand même 72 km avec une dénivelée qui est de presque 1000 mètres. Hein. Et donc, vous pouvez encore vous inscrire, c'est le prochain et au mois de mai. Et donc, voilà, juste pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, il y a un monsieur qui s'appelle Florian Neuschwander qui a quand même couru ça en 5 heures et 14 minutes. Donc, ça fait 72 km. Hein. Et pour ne pas faire de jaloux, il y a une dame qui s'appelle Daniela Oemus qui, elle, l'a fait en 5 heures et 50 minutes. Donc, c'est tout à fait remarquable parce que il n'y a pas beaucoup d'antilopes qui peuvent courir 72 km sans s'arrêter. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'antilopes à Eisenach, remarquez, mais enfin, dans les pays chauds, c'est pareil, il y a des gens qui courent des super marathons comme ça. Donc voilà, je voudrais, pour finir maintenant, vous dire quelques mots, non plus de l'adaptation à la course et à l'endurance pour attraper des animaux, mais plutôt à ce qui se passe après, c'est-à-dire une fois qu'on a attrapé l'animal et qu'il faut le manger. Je vous remonte cette diapo que je vous ai montrée il y a 15 jours, juste pour vous rappeler quand même que très probablement, notre ancêtre commun avec le chimpanzé, c'est quand même une créature qui est essentiellement végétarienne. Hein. Et les chimpanzés, même s'ils mangent de la viande, eh bien, c'est quelques pourcents de leur temps d'alimentation comparé à un temps énorme qui est consacré à l'absorption de fruits mûrs de préférence, de graines, de feuilles, de pousses, de fleurs, de toutes sortes de choses comme ça, et d'un petit peu d'insectes. Et donc, le problème de notre Homo erectus et le problème de tous les chasseurs-cueilleurs, c'est qu'ils vont ajouter à cette nourriture végétale, où il y a des hydrates de carbone, un petit peu de protéines, ils vont ajouter des protéines qui sont des molécules d'une nature complètement différente, qui sont des protéines de nature qui sont des protéines d'origine animale. Et ces protéines d'origine animale, elles se présentent comme ça, enfin, ne se présentent pas vraiment comme ça. C'est une représentation très, très schématique, ici, d'une protéine d'hémoglobine. Vous voyez, ce sont des chaînes de molécules plus simples qui sont enroulées en forme d'hélice et qui forment des espèces de petites pelotes comme ça, maintenues dans une certaine forme par leurs propriétés électrostatiques. Et donc, ces chaînes sont composées, on en a déjà parlé, d'acides aminés. Alors, il existe 21 acides aminés qui participent à la construction de ces molécules. En tout cas, chez les eucaryotes, il y en a un de plus qui existe que chez des bactéries, on va l'oublier. Et ces acides aminés, je vous rappelle aussi que notre corps a une capacité limitée à les fabriquer, c'est-à-dire qu'il y a une série d'acides aminés dits essentiels
que l'on ne peut, que l'on ne peut pas fabriquer, qu'on est obligé d'absorber à partir d'autres animaux. Alors, ces acides aminés essentiels, il y en a encore plus qui sont encore plus essentiels pour un chat que pour un homme, parce que le chat il a encore moins de capacité de fabriquer certains de ces acides aminés. Et donc, le problème de la digestion de ces protéines et de l'extraction des acides aminés, c'est en grande partie un problème énergétique. Pourquoi ? Parce que ces chaînes sont des chaînes qui sont assez solides dans le fond, et quand on absorbe des protéines animales, eh bien, il va falloir casser ces chaînes pour séparer tous ces petits acides aminés et les absorber. Et ça, c'est quelque chose qui explique un certain nombre de différences anatomiques entre l'homme et les grands singes. Vous voyez, notre abdomen n'a pas tout à fait la forme de celui d'un gorille, heureusement. Et ce qui se passe à l'intérieur de cet abdomen, c'est que, en fait, on a des proportions du tractus, de l'appareil digestif, qui sont assez différentes, avec un intestin grêle qui est assez long chez l'homme comparé à celui qu'on a chez les grands singes, et puis par ailleurs un côlon qui est par contre beaucoup plus développé chez les grands singes. Alors pourquoi cette différence ? Eh bien, tout bêtement parce que c'est essentiellement dans l'intestin grêle que va se produire l'absorption de ces acides aminés, c'est-à-dire que lorsqu'on absorbe des protéines animales, bien, elles vont être attaquées par l'action d'enzymes gastriques et pancréatiques. Déjà, dans l'estomac, il y a ce qu'on appelle des peptides, c'est-à-dire sont des chaînes d'acides aminés qui sont plus courtes que les protéines que je vous ai montrées, mais qui comportent quand même une série d'aminoacides qui commencent à être absorbés. Mais c'est surtout dans l'intestin grêle que ces chaînes d'acides aminés vont être brisées et que l'intestin grêle va les absorber. Bon, je vous passe sous silence ce qui se passe dans le côlon, mais il en reste un petit peu des acides aminés. Il y a du collagène qui va passer dans le côlon. Et cette digestion, enfin d'une façon générale, la digestion, mais singulièrement celle des protéines, c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Et quand on a parlé du métabolisme chez l'homme, je vous ai expliqué que, dans le fond, l'énergie que nous dépensons tous les jours, c'est une énergie qu'on appelle d'une part le métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie qui nous sert à nous maintenir en vie, à garder la machine humaine en bon état de fonctionnement. Il y a de l'énergie qui est nécessaire à notre activité physique, encore plus si on veut courir derrière les antilopes pour les attraper, ou faire le marathon d'Eisenach. Mais il y a aussi une énergie qu'on appelle l'effet thermique de l'alimentation, et qui est lié au fait que le simple fait de digérer les aliments que nous ingérons demande de l'énergie, en particulier pour briser ces chaînes protéiniques que je vous ai montrées. Et alors cette proportion, elle varie beaucoup en fonction d'un certain nombre de paramètres, disons entre 5 et 15% à peu près. Là, c'est une valeur moyenne de 8% qui a été retenue. Ces valeurs, d'ailleurs, elles changent en fonction de la température extérieure. Il faut savoir que s'il fait froid, eh bien, on va avoir aussi besoin d'énergie pour maintenir le corps à une bonne température. Alors, ce qui est important à réaliser, c'est que cet effet thermique, il varie énormément en fonction de la nature des aliments qu'on absorbe. Alors, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que si vous absorbez, disons, l'équivalent de 100 calories de protéines, eh bien, votre corps ne va pas absorber ces 100 calories. Il va y en avoir à peu près 30%
qui va être perdue, si je peux dire, parce qu'elles sont nécessaires à la digestion de ces protéines. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve avec l'alcool, mais il n'y avait pas d'alcool, j'imagine, chez les Homo erectus, mais je vous l'indique quand même parce que ça explique peut-être certaines de vos expériences passées ou présentes, mais l'alcool demande pas mal d'énergie pour être digéré, les protéines. Et alors, à l'autre extrémité, il y a le gras. Et le gras, alors là, c'est formidable parce que sur une quantité déterminée de gras que vous absorbez, eh bien, le coût en termes de digestion va être entre 0 et 3%. Donc, c'est formidable. Et c'est pour ça que ça n'est pas du tout la même chose de manger de la viande grasse ou de la viande maigre, et en particulier pendant les épisodes de disette que les hommes du passé ont pu connaître. Alors pour finir sur une note un petit peu exotique, je voudrais vous parler d'une expédition qui est l'expédition de Donner, qui est une expédition qui a eu lieu en 1846 et qui s'est terminée en 1847 dans la Sierra Nevada, juste au-dessus de la côte pacifique. Donc il s'agit d'un groupe de pionniers qui sont partis de Independence, dans le Missouri, guidés par ce fameux George Donner. Ils étaient à peu près 80, un petit peu plus que 80. Et ce groupe, enfin, ils étaient plus nombreux. Le groupe s'est séparé en deux parce qu'il y en a certains qui ont voulu prendre une route qui était un raccourci pour arriver plus vite en Californie. Les autres sont passés par la voie habituelle, il leur est rien arrivé de spécial. Donc ceux qui ont pris le raccourci, eh bien, ont eu beaucoup de problèmes. Après avoir traversé la région du Grand Lac Salé, ils se sont trouvés bloqués dans la Sierra Nevada à la fin du mois d'octobre par un blizzard absolument extraordinaire comme il n'y en avait pas eu pendant 30 ans. Et ils se sont retrouvés dans cette région, là, exactement à cet endroit-là, à côté d'un petit lac qui depuis s'appelle le lac Donner. Et ils sont restés là tout l'hiver parce qu'ils n'ont jamais pu aller plus loin. Et pendant il y avait beaucoup de neige. Vous voyez ici, c'est une photo qui a été prise quelques années après. On voit les arbres qui ont été coupés par les gens de l'expédition. Vous voyez qu'ils ont coupé les arbres à cette hauteur-là, simplement parce que tout ça, c'était de la neige et qu'eux, ils vivaient à peu près à une surface qui passe à la limite de ces arbres coupés. Et ces gens-là, ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim parce qu'ils ont épuisé leurs réserves. Leurs animaux, ils ont des bœufs et des chevaux avec eux, vont être plus ou moins engloutis par la neige. Et puis, ils vont manger cette viande morte. Ils vont manger tout ce qu'ils peuvent. Ils vont manger les chiens, ils vont manger le cuir des bœufs qu'ils avaient mangé la semaine avant. Et puis, ils vont finir par s'entre-dévorer. Ils vont finir par manger les morts. Et il y a, sur les plus de 80 participants à cette expédition, il y en a à peu près la moitié qui vont mourir. Et il y en a l'autre moitié qui va survivre, parce qu'il y a 15 personnes qui vont partir avec des raquettes dans la neige pour essayer de rejoindre un fort qui se trouve à 150 km. Et sur ces 15, il y en a 7 qui vont arriver, et il va y avoir donc des expéditions de secours qui vont être envoyées. Je vous raconte cette histoire, pourquoi ? Parce qu'on a le journal de ces gens-là, et on a le journal où ils racontent ce qui se passe tous les jours, et on sait ce qu'ils mangent. Et on lit dans ce journal, enfin dans ces journaux, parce qu'il y en a plusieurs, il y a des lettres qu'ils ont laissées, des tas de choses, ils racontent qu'ils mangent les chevaux morts. Et ces chevaux sont des chevaux qui sont complètement épuisés, qui n'ont plus un poil de gras, puisqu'ils ont été amenés jusqu'à l'épuisement total. Et on voit qu'au début, ils mangent des quantités de viande assez importantes. Mais ces quantités de viande sont des quantités de viande où il n'y a absolument pas de gras. Et ils continuent à dépérir, ils continuent à maigrir, et ils vont mourir. Et même quand ils vont se manger les uns les autres, ils vont continuer à mourir. Pourquoi ? Eh bien parce que dans une situation de disette comme celle-là, il est absolument indispensable de maintenir un certain taux de glucose dans le sang pour survivre.
Et le problème, c'est que ce taux de glucose, il dépend beaucoup des sucres et des graisses que vous absorbez. Et si vous restez même simplement un jour ou deux sans manger, eh bien, il va y avoir une baisse du glucose dans le sang. Alors, le taux de glucose, il est régulé par un certain nombre de choses, l'insuline en particulier, qui évite que ça aille trop haut. Mais dès qu'on a épuisé la quantité de glycogène qu'on a dans le sang, eh bien, au bout d'un moment, le corps va se mettre à consommer essentiellement des acides gras, et le glucose qui reste, ou le glucogène, va être entièrement dédié au cerveau. Comme toujours, la priorité est donnée au cerveau. Et après 2 ou 3 jours, le foie va se mettre à fabriquer des protéines, enfin plutôt des molécules, nouvelles qu'on appelle les kétones, et le cerveau, peu à peu, va se nourrir de ces kétones au détriment du glucose, du glycogène, qui devient de plus en plus rare dans l'organisme. Et au bout d'environ 1 semaine, le cerveau obtient à peu près 75% de son énergie de ces kétones. Et si l'épisode de disette se poursuit encore plus longtemps, eh bien à ce moment-là, mais seulement à ce moment-là, eh bien, l'organisme va commencer à casser des protéines pour se nourrir de l'énergie contenue dans les acides aminés. Mais le problème des protéines, c'est qu'à la différence des sucres et du gras qui se stockent dans le corps humain, sous forme de gras, justement, eh bien, on n'a pas de stock de protéines. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce sont les protéines, par exemple des muscles, qui vont être brisées. Et c'est pour ça que les gens qui sont exposés à des disettes vraiment dramatiques, eh bien, voient leur masse musculaire fondre. Et à l'extrémité de tout ça, eh bien, il y a une forme d'autophagie qui amène à la mort. Et donc, je vous raconte ça simplement pour vous dire que pour nos chasseurs-cueilleurs qui étaient autrefois plutôt des créatures végétariennes et qui sont passés à ce régime alimentaire, c'est bel et bon d'attraper des animaux pour les manger, mais en fait, ce qui compte le plus pour eux, eh bien, c'est la matière grasse qui est contenue dans ces animaux, beaucoup plus que la viande. Nous, notre fantasme de manger de la viande, c'est un beau steak bien rouge. En fait, pour la plupart des chasseurs-cueilleurs, c'est de manger de la viande grasse. Et la viande grasse est relativement rare dans la nature, en fait, quand on chasse. Et donc, c'est pour ça que dans des gisements paléolithiques, alors ici, il s'agit d'un gisement moustérien du sud-ouest de la France, mais je vous ai parlé de ça à propos de nos sites pléistocènes en Afrique. Il y a ce comportement, qui consiste à briser systématiquement toutes les cavités médulaires des os pour extraire la moelle. Donc ce qui compte, c'est le gras. D'accord ? Et cela explique aussi que chez les hommes comparés aux autres primates, eh bien, on a un métabolisme très élevé, mais on a aussi des réserves de graisse qui sont beaucoup plus importantes que ce que l'on trouve chez un chimpanzé, chez un gorille, et on a une propension tout à fait naturelle à fabriquer ces réserves de graisse. Donc, vous voyez ici, tout ça ramené à un poids standard, la comparaison homme-grand singe, vous voyez que donc, les hommes ont beaucoup plus de graisse que les autres, et les femmes en particulier, parce qu'elles sont impliquées dans la reproduction et dans l'allaitement des enfants, ont beaucoup plus de masse corporelle en graisse que les hommes. Et la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est que dans l'expédition Donner, je vous ai dit, sur les 80 et quelques, il y en a plus de la moitié qui sont morts, eh bien, il y a à peu près 2/3 des femmes qui ont survécu et 2/3 des hommes qui sont morts. D'accord ? Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les femmes. Et dans les 15 volontaires qui sont partis avec des raquettes dans la neige, qui ont marché 150 km, enfin, ils ont été recueillis par des Indiens avant, mais eh bien, il y avait, sur les 15, les 7 survivants, c'était 5 femmes et 2 hommes. Donc vous voyez que parfois, c'est pas mal d'être une femme, finalement.
Alors pour terminer, juste un petit rappel. Cette discussion, enfin ce sujet qu'on a abordé déjà plusieurs fois et qui est très important, c'est que dans ces problèmes d'assimilation de la nourriture, en particulier de la viande, des protéines, etc., eh bien, la préparation, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les hommes. La cuisson, on a beaucoup discuté pour savoir si Homo erectus avait déjà une pratique de la cuisson, de la préparation des aliments, qui réduit l'énergie qu'on investit pour la mastication, mais aussi pour la digestion des protéines. Bon, on n'a pas vraiment de traces de feu associées à ces formes comme celle de Dman ici, mais on sait par ailleurs, par tout un tas d'expériences qui ont été faites, je cite à nouveau mon ami Dan Lieberman, que les hommes, et probablement de très longue date, dès les premières consommations de carcasses animales, ont eu des moyens de faciliter l'absorption de ces protéines animales, de ces tissus animaux, non pas en les cuisant, mais en les préparant, si je peux dire, par écrasement, en les hachant. Et pour ça, il suffit simplement d'avoir des outils de pierre. Et pour ceux qui ont assisté au colloque sur les adaptations énergétiques chez l'homme au printemps, vous avez peut-être entendu mon collègue John Spetz expliquer comment les chasseurs-cueilleurs font volontairement pourrir de la viande ou du poisson pour faciliter justement cette digestion. Donc, ces adaptations, ce ne sont pas uniquement des adaptations biologiques, ce sont aussi des adaptations culturelles, des adaptations techniques, comme c'est presque toujours le cas chez l'homme. Je vous remercie pour votre attention.